Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation et puis pour avoir l'opportunité d'échanger avec vous. On a présenté en deux mots mon parcours. Je pense que je me situe un petit peu à cheval entre l'université et le secondaire, aussi bien dans mes travaux de recherche que dans ma trajectoire professionnelle. Et sans vouloir faire de l'auto-publicité déplacée, le manuel de géographie urbaine sur lequel je vais m'appuyer en partie pour des définitions, notamment aujourd'hui, est vraiment pensé à cheval pour les étudiants, mais aussi pour les enseignants, et essayer d'avoir des choses un peu toutes prédigérées qui peuvent être utilisées en classe. Alors, pour le collège, il y aura peut-être un petit peu à alléger, mais je pense que pour le lycée, c'est tout à fait appropriable. En tout cas, c'était l'esprit dans lequel je l'ai rédigé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de New York. Ce n'est pas un de mes terrains de spécialité en tant que chercheuse. Moi, j'ai consacré ma thèse à Las Vegas et j'ai fait des travaux dans d'autres villes. Mais comme beaucoup de personnes qui aiment bien les États-Unis, j'y suis allée beaucoup et par mes différents contacts universitaires et scientifiques sur place, j'ai eu l'occasion de pas mal en discuter, de pas mal réfléchir à ce sujet-là. Et en plus, il se trouve que c'est un exemple emblématique et particulièrement facile, il me semble, à s'approprier si on veut, avec des élèves, réfléchir à la métropolisation et donner du concret. Et l'esprit dans lequel j'ai conçu cette présentation, c'est vraiment de vous peut-être rafraîchir un tout petit peu l'esprit sur certaines définitions et puis sur certains facteurs quantitatifs, des choses comme ça. Mais surtout, comment est-ce qu'on peut transposer ça et donner un peu de corps, donner un peu de vie à la métropolisation avec des élèves, faire que ce soit pas complètement désincarné et puis un petit peu froid, un petit peu une main surplombante. Souvent, avec mes élèves, j'utilise la comparaison de la main magique du capitalisme qui déterminerait tout. Derrière la métropolisation, il y a des gens, il y a des territoires, il y a de la vie. Et c'est cette humble prétention que j'ai aujourd'hui. Et justement, pour aller dans ce sens-là, une des premières façons d'aborder New York, c'est avec les imaginaires. Moi, je m'inscris plutôt dans le champ de la géographie urbaine, mais avec une approche culturelle. Et évidemment, c'est facile de demander à des élèves, pour vous, c'est quoi New York ? Et ne serait-ce que partir de ces images, alors c'est une collection d'images Google Images, hein, c'est vraiment très simple, on peut déjà commencer à voir quels sont les supports et les leviers de la puissance et de la métropolisation aux États-Unis et encore plus à New York. Alors, il me semble que c'est assez explicite, mais pour ceux qui seraient peut-être moins familiers du territoire new-yorkais, on a sur la première photographie ici le sud de l'île de Manhattan avec le quartier de Wall Street et tous les gratte-ciels qui sont associés au paysage urbain de New York. Vous avez des références culturelles classiques. Alors classiques peut-être pour ma génération, et il y a plein de générations aujourd'hui, donc je ne suis pas sûre que des élèves en classe aujourd'hui connaissent Sex and the City. Friends, ça passe toujours en rediff, mais ça sous-entend qu'on regarde la télévision, et là encore je sens le fossé générationnel qui est en train de se créer. Mais voilà, on peut avoir tout un ensemble, ne serait-ce que les experts New York, qui sont peut-être plus grand public, toutes les séries, tous les films qui ont été tournés dans la ville. Évidemment, Central Park, et on verra que c'est pas anodin, même en termes de mesure de la métropolisation, de parler de grands établissements, presque équipements de nature au centre de l'île de Manhattan, la Statue de la Liberté, des grandes institutions de presse. WSJ, c'est le Wall Street Journal, et c'est comme ça que souvent les New-Yorkais font référence à cet ouvrage. Là, c'est la Trump Tower, alors c'est plus d'actualité, hein, évidemment, c'est au sommet de cette tour que Donald Trump, le président des États-Unis, a sa résidence tout en or massif, et la façade de la bourse de Wall Street. Alors, à partir de ces premières images un petit peu légères, on peut commencer à réfléchir aux articulations entre puissance et métropolisation. Alors, je sais que vous avez parlé de la puissance ce matin, plutôt dans une perspective historique. J'espère ne pas faire de faux pas diplomatiques en vous proposant une approche plus géographique de la puissance. Voilà, ça pourra être l'occasion éventuellement de discussion. Et donc un premier temps, un petit peu juste pour reposer quelques définitions et bien être sûr qu'on parle de la même chose tous ensemble. Alors pour la définition de puissance, je peux vous envoyer un texte que j'avais coordonné, un dossier que j'ai coordonné et une introduction que j'ai rédigée
pour un dossier d'un site que j'imagine que vous connaissez, en tout cas j'espère, GeoConfluence. Et on a, il y a 3 ans maintenant, on a pensé un dossier qui s'intitule États-Unis, espace de la puissance, espace en crise, donc totalement dans la lignée du propos d'aujourd'hui. Et la puissance en termes géographiques, on va d'abord l'aborder par des critères territoriaux assez classiques, comme la puissance agricole, comme les atouts démographiques, qui n'ont pas perdu leur pertinence, même si on va le voir évidemment, ce ne sont plus ceux qui comptent le plus. Alors, je me permets d'aller assez vite parce que c'est a priori des choses bien maîtrisées, mais évidemment, ces premiers critères territoriaux assez classiques, on va avoir la force militaire, les atouts économiques, et c'est dans ce secteur-là de la réflexion sur la puissance qu'on va avoir un lien avec la métropolisation, économie et métropolisation, et les critères aussi plus politiques et culturels avec la réflexion de Joseph Nye sur le soft power et qu'on a déjà commencé à aborder en fait avec nos associations d'idées, nos images recherche Google Images sur New York. Ce qui me semble important, et en tout cas ce que moi je ressens quand je l'enseigne à mes élèves, c'est de rappeler que tous ces grands principes, ils se traduisent par des éléments très concrets et très précis que j'ai essayé de lister dans la deuxième colonne et qu'on peut appréhender, saisir, vraiment voir matériellement. C'est pas juste de la théorie. Mais ça va assez vite. J'ai aussi pensé peut-être à ceux qui voudraient une trace écrite toute faite. Alors là, c'est une proposition qui reprend en partie ce que j'ai rédigé dans le manuel, mais ça peut être une façon de le présenter. J'aime bien l'idée de rayonnement, de rapport de force et de domination. Il me semble que c'est important de le souligner, de le présenter aussi comme ça, avec des leviers, des moteurs, des attributs, on peut le dire de plein de manières différentes, qui permettent soit de renforcer et d'avoir un cercle vertueux de la puissance, ou alors de perdre progressivement certains critères et d'être déclassé dans cette grande compétition mondiale. Ce qui nous intéresse plus aujourd'hui, c'est la partie métropolisation, et réfléchir à l'articulation entre cette notion de puissance et cette notion de métropolisation. Si on réfléchit aux recompositions des échanges commerciaux et de la production de richesses à l'échelle mondiale, dans une économie mondialisée et de plus en plus financiarisée, on peut comprendre l'articulation entre ces territoires spécifiques qui viennent polariser, concentrer, rassembler les acteurs de ces secteurs qui sont au devant de la mondialisation économique et de la transformation des économies. Il me semble qu'il est important de rappeler que la métropole, on a tous un peu cette formule magique et je pense que les élèves la prennent assez vite. C'est une ville où on a des fonctions de commandement. Mais insister sur l'échelle. En tant que géographe, la fonction de commandement, c'est une des caractéristiques de la ville. C'est la polarisation de certains services qu'on ne va pas avoir dans les espaces coraux. Mais si on s'arrête à juste fonction de commandement, le terme de métropole est creux et n'apporte rien à la conversation par rapport à ville, aire urbaine ou mégapole. Donc il faut vraiment insister sur l'idée de rayonnement international à minima ou de rayonnement régional mais supra-régional. Et il me semble que pour ça, il est important de réfléchir avec les élèves sur pourquoi certaines villes sont des métropoles et pas d'autres, et surtout quelles sont les fonctions de rayonnement qui ont ce rayonnement international et comment on a ce basculement d'échelle, cette capacité à tout d'un coup rayonner à l'échelle mondiale. Et c'est ça, sur ça que j'aimerais réfléchir avec vous à partir de l'exemple précis de New York. Ces fonctions de commandement, je vous ai proposé des définitions, ça pareil, je n'ai pas réinventé des choses particulières, mais là encore, on peut l'incarner, on peut leur donner du contenu, on peut aider les élèves à identifier sur la carte et voir après dans chacune de nos villes si on peut prétendre à ce rayonnement international et à ces fonctions de commandement. Donc toujours la même idée, donner de la matière à ce qui peut sembler sinon des termes un peu creux et pour l'avoir ressenti parfois, éviter la dérive de la géographie, ça crée des mots qui sont plus compliqués que nécessaires, alors que vite ça marche. Oui, mais en fait, c'est pas toutes les villes qui sont des métropoles, et c'est pas toutes les fonctions de rayonnement qui ont cette capacité de rayonnement, toutes ces fonctions de commandement qui ont ces capacités de rayonnement à l'échelle mondiale. Pour aller dans le sens de mon propos, je vous propose déjà de lister
concrètement quelles sont ces différentes fonctions de commandement et dans tous les domaines. Et ça, c'est un petit exercice qui est assez facile à faire et qui peut commencer déjà à donner, à saisir et à se mettre à la place des décideurs publics. Parce qu'une autre façon d'aborder cette idée de puissance, c'est comment en tant que décideur public, maire d'une commune, président d'une communauté d'agglomération, vous pouvez essayer d'attirer ces fonctions qui vont être la première étape pour engendrer ce cercle vertueux, attirer ces fonctions qui vont pouvoir éventuellement dynamiser l'économie locale et faire monter en gamme l'économie urbaine de sa ville pour ensuite pouvoir prétendre éventuellement à s'intégrer au premier rang de la mondialisation et à rivaliser dans cette idée de compétition entre grandes métropoles mondiales. Alors je pense qu'il n'y a rien de trop compliqué là-dessus, c'est plus une volonté d'être relativement exhaustif et il me semble qu'il est intéressant de vraiment aborder toutes ces facettes-là pour aussi faire écho avec le travail qu'on fait sur la définition sur la mondialisation, en disant attention, évidemment, la mondialisation n'est pas uniquement économique, le politique, le culturel sont très importants. Et souvent, pour aller dans ce sens-là, on peut utiliser par exemple l'exemple de Genève, que je trouve être un exemple particulièrement intéressant pour appréhender qu'est-ce qu'une métropole. La ville de Genève a 200 000 habitants, à peu près, un petit peu plus si on a la définition de l'aire urbaine, mais c'est sa capacité à attirer les fonctions de commandement spécifiquement dans le domaine de la politique et de la diplomatie internationale qu'on va avoir la capacité pour une ville qui est très moyennement peuplée à l'échelle mondiale de rayonner et de donner ce moteur, ce leader. Alors certes, dans ce cas précis, on est sur une métropole incomplète. Genève n'a pas la prétention à être un moteur de l'économie financière et de la mondialisation économique. Mais c'est une bonne façon pour les élèves aussi, il me semble, de commencer par là pour dire on a aussi des reconfigurations qui vont dépendre de l'histoire, de certains événements, de choix politiques, de volonté de concentrer dans certaines villes des fonctions de commandement qui vont ensuite permettre d'avoir ce support de la métropolisation et donc une inscription dans une logique de recherche de puissance. Alors ça c'était mon petit volet introductif. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans la partie à la fin pour revenir éventuellement m'interpeller sur certaines façons de présenter les choses. Il me semble que ce qui vous intéresse plus aujourd'hui, c'est d'avoir un peu une étude de cas, enfin de réfléchir à partir d'un cas concret. Et évidemment, New York est un parfait exemple, notamment parce que la stabilité de New York au sommet de la hiérarchie mondiale et son appréhension par les chercheurs comme l'incarnation la plus aboutie de la métropolisation est la plus ancienne et la moins contestée. On peut rapidement dire que New York et Londres sont les deux cas de figure sur lesquels il n'y a aucun débat possible. On est sur l'incarnation de la métropolisation, la métropole par excellence, la présence de tous les types de fonctions de commandement et des moteurs de puissance pour les États auxquels ils appartiennent. Tous les autres cas peuvent ensuite être nuancés, discutés, critiqués, et de fait dans la littérature, et on va faire un petit retour là-dessus, on a différentes façons d'appréhender les métropoles et on n'a pas une liste stable. Pour repositionner un tout petit peu New York, pour éventuellement ceux qui seraient moins familiers avec cette ville, on a une superficie totale de 783 000, pardon, c'est une virgule, c'est un anglicisme en présentation, 783 km². Pour vous donner un ordre de grandeur, je suis parisienne, moi ça me parle, peut-être que vous moins, mais Paris c'est 105 km². Alors oui, Paris est une des métropoles les plus petites, les plus compactes au monde, mais ça vous donne une idée des superficies. Et là encore, pour donner du contenu et pour permettre aux étudiants et aux élèves de s'approprier, toujours ramener à sa ville de référence, c'est quelque chose de très classique mais qui est toujours efficace. Vous avez une indication de la densité, pareil je vous ai mis la densité en comparaison avec Paris, mais c'est là encore une des villes les plus denses à l'échelle mondiale. Et surtout ce qui nous intéresse, c'est cette géographie avec une sous-division en borough, donc Manhattan la plus connue, hein, la pointe de cette petite presqu'île. Ensuite vous avez Brooklyn qui se situe ici, le Bronx, donc qui est dans le prolongement au nord de Manhattan, le Queens, ici, et Staten Island.
Je me permets d'insister sur ces géographies intra-new-yorkaises parce que c'est à partir de ça aussi qu'on va pouvoir aborder la question des inégalités socio-spatiales, là encore dans une perspective géographique qui est étroitement liée au processus de métropolisation. Donc réfléchir à la fois à pourquoi New York permet la métropolisation aux échelons supérieurs et donc la puissance des États-Unis, mais aussi comment la métropolisation recompose les territoires à l'échelle intra et peut créer, voire accentuer des inégalités socio-spatiales très fortes. Quelques chiffres clés. À New York, on est à 8,6 millions d'habitants, donc on n'est pas face à une mégapole selon le critère de l'ONU, puisque l'ONU a élevé le seuil à 10 millions d'habitants. Mais ça, c'est pour la ville-centre, vu juste la ville de New York, qui polarise fortement l'État de New York, puisque 43% de la population vit que dans la ville-centre. Je vous ai aussi indiqué les répartitions selon les boroughs, où on voit que Manhattan n'est pas le moins peuplé de tous les boroughs. On pourrait avoir cette image-là c'est la ville où on a tous les gratte-ciel, tous les bureaux. Vous avez des habitants, vous avez des gens qui vivent sur Manhattan, mais on va voir que c'est des profils très particuliers. La partie la moins peuplée de la ville, c'est Staten Island, donc avec 6%, où là on est sur des paysages très résidentiels, des petites maisons, ce que vous associez en général à l'étalement urbain à l'américaine. Le petit pavillon, les allées de voitures. Mais ça fait une petite partie de la ville. Des évolutions démographiques, pour avoir une idée, on a une ville qui est relativement stable. Alors là, vous voyez qu'on est passé à 19 millions, c'est donc une définition de l'aire urbaine, la ville-centre de New York et toutes les banlieues. Et je vais vous expliciter dans un instant la méthodologie états-unienne qui est assez particulière. Globalement, New York a connu une diminution de population à la fin des années 70, début des années 80, notamment à cette période où la ville était vraiment caractérisée par un très fort taux de criminalité, où on avait l'époque où Times Square était encore longé de cinéma pornographique et de personnes aux usages et aux mœurs très borderline, on va dire, ou tarifés, mais pas tous. Et on a un renouveau de la ville à partir des années 80, avec notamment des politiques publiques, d'une action très stricte et très sévère, d'une répression très sévère de la part de la police, qui a permis à la courbe démographique globale de New York de repartir. On n'est pas sur une explosion de la démographie, mais on est quand même sur une croissance démographique relativement stable. Parce qu'on est aux États-Unis, je suis obligée, je me dois de vous présenter la composition ethnique et raciale, ethno-raciale. Alors si jamais vous êtes mal à l'aise avec cette expression, n'hésitez pas à le présenter avec des guillemets, mais on ne peut pas aborder les dynamiques urbaines aux États-Unis sans avoir cette lecture-là, parce que c'est la clé de lecture principale de la ségrégation, des inégalités socio-spatiales, et c'est important de comprendre que c'est aussi une autre façon d'appréhender les inégalités sociales liées à un autre mode de pensée, liées à l'histoire, liées à la langue, liées aux spécificités politiques de cet État. Et on peut souligner ce chiffre, 49% de la population parle une autre langue que l'anglais à la maison. Ça ne veut pas dire que ces personnes ne savent pas parler anglais, ça veut dire qu'au sein du foyer, on va s'exprimer dans une autre langue. Cette statistique peut inclure des pratiques bilingues. Vous parlez anglais et espagnol et arabe et tout un tas de langues. Évidemment, la dimension cosmopolite de New York rentre, de mon point de vue, dans la définition de la métropole, dans ce secteur culturel de la diversité, de l'offre qu'on peut voir notamment dans les quartiers ethniques, et on finira en partie là-dessus. Je me permets d'insister sur cette petite diapositive de la méthodologie de la statistique états-unienne, même si elle peut être un petit peu austère, mais il me semble important d'aborder ça aussi pour voir comment est-ce qu'on construit les chiffres. Souvent, on va réduire, ou en tout cas une partie de l'opinion va réduire la métropole à une ville qui est très peuplée. Or, ces chiffres de l'ONU que je vous ai indiqués juste avant, ou ici, les 19 millions, s'appuient sur des délimitations statistiques très souples. Comme vous le comprenez peut-être, vous avez ici
l'étendue de ce que le recensement états-unien considère comme l'aire urbaine new-yorkaise, donc la ville-centre, et toutes les banlieues qui vont dépendre fonctionnellement de New York. Vous avez une étendue qui est massive, qui est sur plusieurs comtés, qui est sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, et c'est ce périmètre-là qui permet d'atteindre les 19 millions d'habitants, où on a quand même un rapport entre le poids démographique de la ville-centre et le poids démographique des banlieues qui est au profit des banlieues. Et pour ça, New York n'est en rien une exception, puisque aux États-Unis, l'essentiel de la population urbaine nationale vit dans le périurbain. Et l'essentiel de la croissance de la population urbaine se fait dans les espaces périurbains, pas dans les villes-centres. Très classique, mais c'est aussi important de questionner toutes ces statistiques de l'ONU, parce qu'on a un effet, oui c'est facile, on a une compilation, mais derrière il y a des choix politiques. Et c'est pas anodin de s'appuyer sur des définitions très très extensives, ce qui peut aussi, dans une recherche de puissance plus symbolique, permettre aux villes de grappiller un rang ou deux de classement, ne serait-ce que d'un point de vue démographique, en ayant une acception assez souple, une délimitation des périmètres urbains très lâches. Ce qui se traduit par ce type de classement, alors c'est un outil de travail de base quand vous faites de la géographie urbaine à l'échelle mondiale, c'est le classement de l'ONU, et notamment un document dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le WUP, WUP, le World Urbanization Prospect, et qui est une synthèse de la part de l'ONU de toutes les statistiques urbaines des différents pays membres, avec dans les cas des États qui n'ont pas les instituts de recensement ou la stabilité politique, des estimations. Ça vous permet dans un seul document d'avoir des graphiques qui sont très utiles en montrant les principales aires urbaines, les classements, les évolutions, les définitions. Alors ça s'appuie sur la variabilité des seuils statistiques et des définitions fonctionnelles de chaque État, et c'est pas parce que c'est présenté de façon uniforme qu'il ne faut pas questionner parfois ces documents. Et d'ailleurs, c'est un exercice que moi j'aime bien faire. Quand vous avez Paris, en fonction des moments dans le rapport, vous avez Paris-Centre, qui est à 2,2 millions d'habitants, où vous avez l'aire urbaine de Paris qui passe à 12 millions. Et en fonction des classements et en fonction des graphiques, vous avez des évolutions. Ce qui rend aussi difficile l'appropriation par le lecteur non avisé de la différence de ces méthodologies statistiques et du choix politique. Pourquoi je vous ai mis ce classement? C'est pour vous montrer que la puissance de New York, sa capacité à dominer la compétition urbaine internationale, s'appuie en premier lieu sur sa force démographique. C'est une des villes les plus peuplées du monde depuis la deuxième moitié du XXe siècle, qui truste les classements en gros jusqu'aux années... Vous voyez, jusqu'aux années 90, on est dans le top 3. Et à partir du début des années 2000, on a un déclassement progressif qui traduit la montée en puissance d'un point de vue démographique des mégapoles dans les pays du Sud. C'est pour ça que je vous ai indiqué les noms de ces villes. Jusqu'aux années 80, même 90, on est essentiellement sur une compétition entre le Japon et les États-Unis. Et à partir des années 2000, on voit des pays du Sud, donc le Mexique, le Brésil, l'Inde, et 2020-2030, on a vraiment un déclassement très marqué. On estimerait un positionnement au 12e et 14e rang, donc une perte progressive de cet avantage purement démographique. Évidemment, s'il n'y avait que ce critère démographique pour assurer la puissance de New York, on n'aurait pas une telle stabilité. Deuxième levier du rayonnement de New York, et là c'est vraiment comment est-ce que concrètement on va chercher ces fonctions de commandement, on va se demander pourquoi cette ville est si peuplée. Et une des raisons pour laquelle la ville est si peuplée, c'est qu'on a des infrastructures de transport qui sont majeures et qui s'inscrivent dans une logique de temps long, de rayonnement à l'échelle mondiale avec le port de New York. Alors, on n'associe pas forcément New York aujourd'hui à un grand port, ce n'est pas le plus grand des ports de ports conteneurs à l'échelle mondiale, mais c'est tout de même le deuxième port états-unien derrière Los Angeles et Long Beach, port de porte-conteneurs.
Évidemment, ça s'inscrit dans l'historique des ports de trafic de voyageurs, les grands paquebots et toute l'histoire de l'immigration qu'on peut associer à New York. Comme vous le voyez sur cette carte, le territoire actuel, la zone portuaire de New York aujourd'hui, n'est pas limité dans la ville de New York, puisque là vous avez Manhattan, Staten Island, et on est essentiellement sur des installations portuaires qui sont dans le New Jersey, mais qui sont dans l'aire urbaine fonctionnelle de New York et qui peut prétendre à participer du rayonnement à l'échelle internationale de la ville. Même si l'activité portuaire est importante, elle ne peut pas rivaliser avec les grands ports asiatiques, pareil, qui se sont vraiment imposés sur la scène internationale depuis le début du XXIe siècle. En revanche, les aéroports de New York et l'importance de la couverture aéroportuaire de New York, qui compte 3 aéroports, ne fait que renforcer sa capacité à créer un hub de centralisation des flux et ensuite de redistribution, aussi bien à l'échelle du continent de tous les États-Unis, à l'échelle du continent américain, que à l'échelle de l'Amérique du Nord, que à l'échelle des États-Unis. Et si parmi vous, il y en a qui sont voyagés sur le continent américain, il y a des chances pour que vous ayez fait votre correspondance à New York, même si ce n'était pas votre chemin définitif, et même si éventuellement vous alliez au Mexique. Mais on a des choses assez classiques de polarisation des flux de trafic passagers. Pour le chiffre, le plus grand des aéroports, vous ne devez pas réussir à lire, mais le plus grand c'est Kennedy, qui se trouve ici, donc John Fitzgerald Kennedy, JFK, qui a un trafic passager en 2017 de 59 millions de passagers. C'est le 22e rang mondial. Mais c'est un des premiers, c'est quand même un aéroport important. Ensuite, vous avez Newark, qui est assez dur à prononcer, qui se trouve dans le New Jersey. Donc là encore, on est plutôt dans la partie aire urbaine fonctionnelle, appréhension des fonctions de commandement dans un territoire défini sur l'aire urbaine. Newark, c'est 43 millions et on est au 43e rang mondial. Et en dernier, LaGuardia, qui est plutôt un aéroport de desserte domestique, donc des connexions pour des voyages intra-États-Unis, où là on a pratiquement 30 millions de passagers en 2016. On peut commencer avec la localisation de ces aéroports à aborder la question des nuisances et des inégalités socio-spatiales et donc de la ségrégation, puisqu'on a, alors pas vraiment pour Newark qui est un petit peu plus excentré, qui était un des derniers à avoir été construit, mais LaGuardia qui est vraiment inséré dans le tissu urbain et qui se situe à la jonction entre des quartiers, des boroughs plutôt populaires et qui est une source de nuisance et de problématiques d'aménagement à l'échelle locale pour les populations qui sont survolées quotidiennement par les avions. Troisième façon de mesurer la capacité de rayonnement à l'échelle mondiale de New York, ça va être la mesure quantitative, statistique du produit métropolitain brut. Alors je ne suis pas économiste, mais je sais que c'est un indicateur qui n'est pas utilisé par toutes les institutions parce qu'il est assez difficile à mesurer. L'argument derrière, c'est comment on peut arrêter la production de richesse au seul territoire métropolitain et faire abstraction du contexte national. New York est une ville de rayonnement international, est une métropole aussi parce qu'elle est située aux États-Unis, qui est la première puissance économique mondiale, l'un des premiers acteurs de la scène politique des relations diplomatiques depuis tout au long du XXe siècle, mais majoritairement depuis la deuxième partie du XXe siècle. Donc je vous le mets à titre informatif. Ce classement est élaboré par le ministère américain du Commerce. Donc c'est des statistiques officielles. Je ne rentrerai pas dans le détail de la méthodologie parce qu'il me semble que ce n'est pas ce qui est le plus important ici. Mais ce qu'on peut voir, c'est que ça vous donne aussi une preuve quantitative du poids économique, de la capacité de ce territoire new-yorkais à produire de la richesse. Et là, c'est de la richesse au sens très large. Il y a tous les secteurs d'activité qui sont concernés. La finance, mais aussi l'industrie, il y a même l'agriculture. C'est vraiment une appréhension très, très
large de l'économie. Et on voit que la prédominance de New York et de Los Angeles, qui sont les deux principales métropoles états-uniennes, est incontestable, avec des produits métropolitains en billions, en billiards de dollars. Et on retrouve par ailleurs une hiérarchie urbaine assez classique aux États-Unis, de la mégalopole et des grandes, donc la mégalopolis, et des grandes métropoles, notamment littorales, qui structurent le pays. D'un point de vue de la référence, la référence bibliographique, tout ce que je viens de dire a été théorisé pour la première fois. En tout cas, c'est elle à qui on associe le plus l'idée de métropolisation, à cet ouvrage de Saskia Sassen, qui date de 1991 et qui a été traduit en français en 1996. Donc ça commence à dater un petit peu. Oui, quand on s'intéresse parfois à la littérature qu'on pointe, des gens disent retourner à Saskia Sassen, ça commence à être un peu vieux, mais c'est une date marquante dans la conceptualisation, dans la théorisation de ce qu'est la métropolisation. Si jamais vous en souveniez pas trop, vous n'êtes pas familier avec ces propos, Saskia Sassen, c'est une sociologue à moitié états-unienne et à moitié hollandaise, pour la petite aventure. Et elle s'intéresse avant tout au secteur économique et au sein de l'économie à la finance. Finance et les services associés à la finance. Et c'est pas anodin parce que c'est une des premières à avoir mis en évidence en fait la traduction entre la financiarisation de l'économie et les recompositions territoriales de ces principales villes qu'on va commencer à appeler à cette époque-là les métropoles. Le secteur sur lequel elle s'intéresse en particulier, donc c'est des fonctions de commandement, mais dans ce secteur financier qui est souvent résumé par l'acronyme anglais FIRE, donc F-I-R-E, finance, assurance et immobilier. Finance, insurance and real estate. Et quand on regarde le détail des statistiques du ministère du Commerce, on voit que New York est très largement en tête dans ce secteur spécifique du FIRE, donc du produit et services financiers, et elle assure à elle seule près de 40% à l'échelle nationale des revenus dégagés par ce secteur financier. Très concrètement, c'est quoi? C'est les traders, mais c'est aussi les banquiers, les assureurs, l'audit, le conseil, la com, tous ces services qui transitent, qui gravitent autour de ce pôle financier qui est la bourse de Wall Street et qui est le point de départ de ce cercle vertueux qui va attirer de plus en plus. Et parce que vous avez un secteur dynamique, vous allez avoir des motivations pour des sièges sociaux de banques de venir s'installer et des sièges sociaux de grandes entreprises de conseil comme Capgemini, les équivalents de Capgemini, ce genre d'entreprise-là. C'est le maillon qui prend le pas, la fonction de commandement, le secteur d'activité qui vient écraser ceux qu'on a vus jusqu'à présent. Et c'est dans cette bascule dans les années 90, dans le renforcement du rayonnement de New York, qu'on peut expliquer aussi le maintien de New York dans sa capacité à avoir réussi à bâtir sur cette nouvelle évolution de l'économie qui est la financiarisation. Pour Saskia Sassen, si on s'intéresse à ce domaine particulier de la finance et des services associés, on n'a que 3 métropoles véritablement, ou en tout cas 3 expressions les plus abouties de la métropolisation, qui sont New York, Tokyo et Londres. Et évidemment 3 villes où on a des activités de bourse liées à la bourse essentielles et des places financières et boursières majeures à l'échelle mondiale. Quelques années après, à noter, Saskia Sassen est revenue sur une partie de ses propos et elle a trouvé que c'était trop réducteur, trop restrictif, et donc elle a intégré d'autres secteurs économiques et réfléchi à d'autres fonctions de commandement économique, ce qui a conduit à ajouter une liste qui reste très étroite, hein. Paris, Milan, Francfort, Singapour et Hong Kong. Paris, Milan, Francfort, Singapour et Hong Kong. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une dizaine d'années après, début des années 2000, l'arrivée dans la réflexion de Sassen des métropoles asiatiques. Donc des trajectoires qui se rejoignent.
Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui enseignent en DNL ou éventuellement en section internationale. Je vous ai mis une petite définition de Saskia Sassen qui est plutôt au niveau lycée, mais qui peut être une façon aussi d'aborder c'est quoi la métropolisation. C'est ce que les géographes, en l'occurrence les sociologues, en disent, et comment, en un petit extrait, on peut avoir une présentation synthétique de la Global City, la ville globale présentée par Sassen. Vous avez le lien pour avoir l'intégralité de l'article qui est en anglais. Elle a écrit aussi un petit peu en français. Il me semble que dans les références biblio que j'ai données, j'ai envoyé un lien en français. Mais voilà, ce petit paragraphe, ça peut être une façon de l'aborder en anglais. J'en profite pour faire un petit point sur la traduction, puisque Global City, je le traduis par ville globale, que je différencie à titre personnel, mais il me semble que c'est justifié, de ville mondiale. Et souvent, on a un flottement dans l'expression entre ces deux, ce qui est présenté comme deux synonymes. Il me semble que c'est des imprécisions de traduction entre ville globale et ville mondiale. La ville globale, c'est ce sommet des métropoles, les exemples les plus aboutis de la métropolisation, comme défini par Saskia Sassen. On est sur une dizaine de métropoles maximum. La ville mondiale, il me semble que c'est plus intéressant de la réserver à ces villes qui rayonnent par leur culture, qui sont connues dans les imaginaires collectifs, mais qui ne sont pas forcément des métropoles, qui n'ont pas forcément ces fonctions de commandement, de rayonnement international. Typiquement, une ville comme Rome, une ville comme Venise sont des villes mondiales au sens où beaucoup de gens à l'échelle mondiale les connaissent, mais on ne peut pas en faire des métropoles si on a cette définition stricte de métropole avec des fonctions de commandement, de rayonnement international. Ça, c'est aussi une de mes, les choses qui me tiennent à cœur, c'est la traduction. Dans la lignée des travaux de Saskia Sassen, il y a d'autres chercheurs qui se sont accolés à la tâche de délimiter la liste des métropoles. Parce que souvent, c'est une question que, en tout cas, mes étudiants me posent. C'est quoi la liste officielle? On les apprenne une fois pour toutes, et puis après, on peut passer au contrôle. Je vois qu'on en a certains les mêmes. Un des critères, un des classements qui est souvent utilisé, dont on parle dans les revues économiques, qu'on peut voir dans les manuels, c'est le classement qu'on appelle le GOC, Globalization and World Cities, qui est un ensemble de chercheurs, économistes, sociologues et géographes de l'université britannique de Loughborough, et qui a ce calcul, cette classification avec trois types de villes, les alpha, les bêta et les gamma. Oui, les gamma. Et au sein de chaque grand ensemble, vous avez les alpha++, alpha tout court, gamma plus, gamma moins, etc. Là encore, on a une autre expression, parce que en fait, ce qu'on essaye de montrer ici, c'est que la métropolisation, elle peut s'appréhender de plein de façons différentes. On a encore un autre outil pour montrer New York, incontestablement, domine et est dans une catégorie supérieure, vraiment expression la plus aboutie de la métropolisation, avec Londres. Depuis l'existence de ce classement, Londres et New York ont toujours été aux premières places. Ce classement, il est très pratique parce qu'il procure ce genre de carte, où on peut avoir des cartes un peu plus jolies, et vous avez la cartographie des métropoles à l'échelle mondiale. Alors ça, c'est plus pour vous, je pense. Ce classement fait l'objet de contestations, ou en tout cas de discussions, parfois un peu virulentes, entre les chercheurs, parce que les critères sont, je l'ai indiqué ici, l'intensité des relations entre les grandes multinationales proposant des services avancés aux entreprises. Donc à peu près le même secteur que ce sur quoi travaillait Saskia Sassen. Il y a deux critiques principales. La première, c'est encore un peu réducteur et c'est vraiment une portion de l'économie, certes très importante dans l'évolution de la mondialisation économique, mais qui est partielle et qui peut cacher d'autres phénomènes aussi importants. Et deuxième critique, c'est l'idée que cette intensité elle soit limitée par la présence physique. Et dans ce mesure de l'intensité, il y a le nombre de coups de fil dans la même zone téléphonique ou la proximité des sièges sociaux ou des bureaux. Évidemment, ce critère-là, dans un monde où l'évolution des nouvelles technologies est telle qu'on peut très facilement travailler avec une ville qui a plusieurs centaines de kilomètres carrés, elle est un petit peu, à plusieurs centaines de kilomètres de distance, elle est un petit peu
un petit peu peut-être excessif. Mais bon, ça explique ce classement, et on a des choses très classiques, hein, l'Afrique qui est pratiquement complètement oubliée des flux de la métropolisation, la concentration dans la triade, la prédominance de la dorsale européenne. Là, il y a... Voilà. Ce qui m'amène à la dernière partie, je vais essayer de ne pas trop m'étaler parce que le temps file, c'est comment est-ce qu'on passe de l'économie, du critère, de la théorisation, de la conceptualisation, c'est quoi la métropolisation et pourquoi New York peut sans aucun doute être considérée comme une métropole, à quelles conséquences ça a sur les gens et quelles conséquences ça a sur les territoires. Et qu'est-ce que ça vous fait, vous, dans votre quotidien, quand vous êtes une personne normale, imaginez, petit élève, vous habitez à New York, qu'est-ce que ça vous change dans votre vie de tous les jours? Et pour redire ce que j'ai dit en introduction, c'est ça qui me semble le plus intéressant aussi, de faire de la géographie à partir des gens. Pour aborder cette question des inégalités socio-spatiales, on doit avoir une entrée ethno-raciale, parce que c'est les États-Unis. Et si vous n'avez jamais vu ce genre de carte, c'est vraiment un outil super intéressant. C'est ce qui s'appelle les dot maps, les cartes en points. Et vous avez sur le site du New York Times, qui est un service de cartographie incroyable, vous avez comme un Google Earth, un Google Maps, vous zoomez, vous dézoomez, vous pouvez aller vous balader dans tous les États-Unis. L'appréhension, il me semble, est assez simple. À chaque couleur correspond à un groupe ethno-racial différent. Et là, on peut commencer aussi à nuancer un peu son propos, notamment sur Manhattan. Parce que Manhattan, c'est souvent l'image qu'on a de New York, même quand on ne connaît pas. Et là, on voit qu'au sein de Manhattan, on a cette petite poche rouge qui correspond au quartier de Chinatown. Alors, pas uniquement chinois, hein, asiatique au sens large, et qui est aussi un des facteurs d'attractivité d'une ville comme New York dans une dimension touristique, mais on voit une ségrégation raciale là très clairement marquée. Autre transition qui est très impressionnante, c'est ces quartiers-là. Donc là en blanc c'est Central Park. Là, vous avez les quartiers du Upper East Side et du Upper West Side qui sont parmi les plus chers, les plus chics de la ville. Et vous passez 2-3 blocs et vous êtes dans ce qu'on appelle maintenant le Spanish Harlem, donc une concentration de population hispanique qui est là une jonction, une zone tampon entre les quartiers blancs et les quartiers noirs de Harlem. Et ça, c'est un petit jeu qu'on peut faire relativement facilement et essayer de réfléchir pourquoi avec une si grande proximité, on a de tels écarts. Si on avait une mixité sociale, ça pourrait ne pas poser nécessairement de problème, mais évidemment, cette ségrégation raciale se double de fortes inégalités en termes de revenus. Et là, cet immeuble peut être pris comme une incarnation de l'accentuation des inégalités socio-spatiales dans New York, qui peuvent être associées aux évolutions aussi de la métropolisation et de la capacité de New York d'attirer des investisseurs et des personnes avec des revenus très importants. Cet immeuble, qu'on appelle juste par son adresse, le 432 Park Avenue, vous le voyez, c'est la plus haute tour résidentielle du monde et elle a parmi les appartements les plus chers du monde. Est-ce que c'est des gens qui viennent vivre à New York, aller faire leurs courses, promener leurs chiens dans Central Park? Évidemment non. La majorité des propriétaires de ces appartements sont des investisseurs internationaux qui viennent à New York parce qu'elle a cette capacité de concentration de l'action économique, la concentration des acteurs qui sont importants pour leur secteur d'activité. Donc on a vraiment, comment est-ce que de la métropolisation, on a une recomposition à l'échelle de l'immeuble incarnée par cet exemple-là. Vous pouvez jouer aussi sur les inégalités de revenus, et là encore, on a la chance, quand on travaille sur les États-Unis, une ville comme New York, d'avoir des statistiques très fines, notamment en termes de cartographie. Là, je vous ai mis en rouge, on est sur à peu près la différence entre les revenus médians, et on voit se rejouer la carte de la ségrégation raciale. Puisque là, on voit la petite poche en clair, on est exactement sur Chinatown, on voit très bien la concentration blanche, le passage, la rupture nette, vraiment incroyablement lisible des quartiers de l'Upper East Side, Spanish Harlem et Harlem. Et on voit la mosaïque qu'on a dans les quartiers de Brooklyn et du Queens, où là c'est un petit peu plus mixte, mais on va voir avec des évolutions qui renforcent, une fois encore, les inégalités socio-spatiales. Et pour ça,
j'ai trouvé un outil qui est vraiment très intéressant. C'est un outil de visualisation. Donc pareil, vous pouvez zoomer, dézoomer. C'est en anglais, mais il me semble que même si vous ne parlez pas anglais dans la classe, le code couleur est assez simple. Et vous pouvez vous amuser à demander aux élèves pourquoi certains quartiers sont moins riches et comment on peut expliquer qu'on a de telles concentrations, de telles ruptures, même dans le bâti, liées à ces éléments. Et là, on peut faire un zoom sur les deux quartiers sur lesquels on est en train de réfléchir, donc le Upper East Side et le Spanish Harlem, où là, on voit qu'à 2 blocs, donc là, on est à 10 minutes de marche, on va passer de revenus de plus de 200 000 $ à des revenus de moins de 16 000 $. Et si vous faites le calcul de 16 000 $ en mois dans la poche pour une famille, ça fait quoi ? Tout de suite, là, on commence à incarner l'inégalité socio-spatiale. Quand on a 200 $ par mois pour faire ses courses, pour payer son loyer, pour payer le bus, pour aller à l'école, pour payer le médecin, on comprend qu'on a une proximité, mais qu'on a 2 vies complètement différentes. Et ces accentuations des contrastes de revenus s'expriment aussi dans des quartiers qui sont traditionnellement plus mixtes. Et là, alors c'est 2 captures d'écran, mais dans la version en ligne, c'est une version dynamique où vous voyez le changement. Alors, il faut juste faire un petit point au début, puis après, c'est assez simple. Tout ce qui est en rouge, c'est les foyers avec des revenus médians plutôt bas, donc les classes populaires. En blanc, en gris, c'est ce qu'on va considérer comme la classe moyenne. On ne revient pas sur la pertinence de l'expression. Et dans les verts, c'est les hauts revenus. Et on voit qu'un quartier comme Brooklyn, en 15 ans, en 25 ans, a perdu l'essentiel de sa classe moyenne. Puisqu'on voit que sur cette carte-là, on a presque plus de blanc, on en a encore un petit peu, mais on a une accentuation. On a le maintien des poches de quartiers populaires et de familles avec des revenus assez peu élevés. Et vous avez un report, une extension des concentrations des foyers les plus riches dans ces quartiers-là. Et si vous connaissez un tout petit peu New York, là on est sur le front de la gentrification. Si des gens peuvent dépenser 7 millions € pour acheter un appartement sur Central Park, vous étiez peut-être un ménage riche, mais vous n'avez plus de quoi payer votre appartement dans le Upper West Side. Du coup, vous allez vous rabattre sur des quartiers qui sont encore bon marché. Et là, on a vraiment cette extension de la gentrification et le renforcement des inégalités socio-spatiales qui se fait toujours au détriment des populations les plus pauvres. Mais dans le cadre de New York, parce qu'on a des politiques publiques très fortes de ce qu'on appelle des loyers stabilisés, contrôlés par l'État, et que vous avez des logements sociaux assez importants, c'est aussi ce mouvement de gentrification, il se fait au détriment des classes moyennes qui sont expulsées de New York. Et ça, c'est une analyse qu'on peut retrouver dans plein d'autres métropoles à l'échelle mondiale, mais là, on a un outil visuel pour l'appréhender avec les élèves. Voilà, par souci de rigueur, je vous ai mis rappeler une définition de gentrification et surtout la différence entre gentrification et embourgeoisement, parce que dans le discours médiatique, on a souvent des flottements et c'est important d'insister sur gentrification, c'est pas juste qu'un quartier devient plus riche. S'il était riche avant, c'est de l'embourgeoisement. Dans le peu de temps qui me reste, quelques pistes. Alors évidemment, on l'a déjà un peu fait, puisque tous ces outils, c'est des choses qu'on peut mobiliser en classe. Mais là, je vous propose peut-être des petites situations à tester, faut voir si ça marche. On a vu les principes de définition, comment on mesure, comment on délimite, on a vu les conséquences sur les populations et puis sur les inégalités socio-spatiales, sur les réorganisations des territoires. Comment est-ce qu'on pourrait se mettre à la place d'un habitant de New York ? Notamment si vous êtes dans des contextes qui sont très peu urbains, peut-être pour saisir c'est quoi déjà habiter dans une grande ville. Là, je pense plutôt au contexte collège, habiter une métropole. Et puis, comment est-ce que ces inégalités socio-spatiales conditionnent votre quotidien ? Et un exercice qui peut être fait, c'est d'aller sur le site des transports en commun s'il y a un accès à Internet ou leur présenter la carte des transports et imaginer que vous êtes une personne
voilà, plutôt une femme, puisque dans les inégalités, il y a une dimension genrée, et je pense que c'est important de le rappeler aussi aux élèves. Et imaginez, vous êtes issu d'une minorité, vous habitez dans un quartier populaire, parce que c'est là où vous pouvez vous loger, parce qu'il y a des logements sociaux, notamment le quartier de Jamaica, dans Queens. Et vous êtes femme de ménage, et vous allez faire le ménage dans les bureaux autour de Wall Street, de ces grandes entreprises qui incarnent ces fonctions de commandement, de rayonnement international, qui sont le moteur de la métropolisation. Et bien, si vous regardez sur le site, imaginez que vous devez partir pour arriver à 6h30 du matin, et encore j'étais optimiste, commencer les ménages à 6h30, voilà. Vous devez partir de chez vous, il vous faut pratiquement 1 heure, vous devez partir de chez vous 1 heure avant, donc à 5h30 du matin, et vous devez changer 3 fois, et puis c'est New York, et 1 fois sur 2, le métro est en panne, il y a des travaux, donc il faut avoir un itinéraire alternatif. Donc quelles conséquences ça a pour votre famille, pour la possibilité d'amener vos enfants à l'école, dans quel état vous rentrez le soir si vous faites les ménages le soir, etc. Ça permet aussi de transposer ces grands chiffres, voilà, c'est une grande métropole, concrètement, imaginez, vous avez 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet le retour. Surtout pour des élèves qui ne vivent pas dans des grandes villes, ça peut parler. Et puis c'est 1 heure dans un métro bondé, à l'heure de pointe, etc. Un autre outil pédagogique que je trouve assez intéressant, alors qui est que en anglais, c'est la série qui s'appelle Humans of New York. Et en fait, c'est une collection de portraits d'habitants de New York, de toutes les origines géographiques et de tous les profils sociologiques qui racontent leur histoire. Donc c'est très personnel, ça peut être très émotionnel. On a des gens, on a des sections sur les réfugiés. Ça, c'est si jamais on voulait faire un pan avec l'immigration, puisqu'une des raisons pour lesquelles New York a aussi attiré autant, c'est sa capacité à attirer les migrants, en lien avec le programme d'histoire. Et vous avez des petites vignettes comme ça, une personne qui raconte sa vie, son quotidien, comment il s'est retrouvé à New York. C'est plutôt axé sur la diversité des profils, mais c'est des façons aussi d'appréhender le cosmopolitisme, qu'est-ce que c'est, et pourquoi est-ce que vous, peut-être, habitant de New York, vous avez eu envie de venir à New York. Oui, pour les opportunités économiques, mais il y a plein d'autres choses. Et c'est des formats courts, et je pense que ça peut être traduit sur quelques extraits si jamais vous ne travaillez pas directement. Troisième type de piste pédagogique, et je m'arrêterai avec ça, c'est un ensemble de photos. Alors là, c'est des photos personnelles, c'est des photos que j'utilise aussi en cours, et que évidemment je laisserai à l'association pour diffuser, et si vous voulez les utiliser en cours, n'hésitez pas. C'est de transposer ça non plus à l'échelle de l'individu, mais à l'échelle du paysage. Et aussi de réfléchir aux différents paysages de la métropolisation. On a vu les gratte-ciels, oui, ça c'est facile d'appréhender, mais il y a aussi des paysages de la diversité ethnique. Et là, on est dans le cœur de Chinatown, avec une photo. Moi, je joue souvent à ce jeu, je ne mets pas la source et je demande aux élèves de me dire où ça a été pris. Bon, 80% des fois, sauf quand ils sont allés à New York, en gros, on me dit en Asie. On a du mal à repérer qu'on est au cœur de New York. Dans la même lignée, ça c'est un des plus grands temples bouddhistes de la ville. Et pareil, je pense que vous indiquez pas... Bon, là il y a Manhattan. Mais si vous coupez cette partie-là, on pourrait imaginer qu'on est à Hong Kong, qu'on est à Singapour, qu'on est en Malaisie, dans des pays où on peut avoir des affichages en anglais. Et c'est difficile de voir la spécificité paysagère. Toujours dans ce jeu, la métropolisation, ça conduit à une homogénéisation paysagère, oui sur les gratte-ciels, mais aussi sur ce genre de paysage-là. Troisième exemple de la diversité et du cosmopolitisme, ça c'est une photo de la petite Odessa. Officiellement le quartier s'appelle Brighton Beach, on n'est pas loin de Coney Island, là où il y a le parc d'attractions. Et en fait c'est un quartier qui était traditionnellement, qui a été longtemps habité par des Russes et par des Ukrainiens, et qui de plus en plus est habité par par des populations d'Europe de l'Est. Et en fait on a des affichages, si vous faites attention, qui sont en russe. On a presque plus d'anglais et presque tout est en bilingue. Et ça aussi, c'est une façon de montrer comment est-ce que ça réorganise le tissu économique, cette attractivité de la mondialisation, des migrations et la recomposition des territoires. Et pour faire un contrepoint, qu'est-ce que ça peut représenter au quotidien d'être un habitant de ces tours avec une vue imprenable sur l'Hudson River dans les quartiers plutôt haut de gamme de la façade de Brooklyn.
Et à l'inverse, ça c'est un logement social, donc c'est un de ces, on appelle ça les projects en anglais, les quartiers, avec des guillemets, qui est à la jonction entre le Upper East Side et Spanish Harlem. Et c'est quand on commence à voir ce genre de bâtiment en briques, quand on est new-yorkais, on sait qu'on est en train de passer dans un autre monde. L'intériorisation de la ségrégation socio-spatiale et des inégalités socio-spatiales, elle se fait aussi là. Si vous êtes new-yorkais et que vous êtes très riche, quand vous voyez ça, vous tournez, vous continuez pas. Alors que par ailleurs, moi je passais à travers et il m'est jamais rien arrivé. En journée, en faisant attention, mais c'est pas des zones de non-droit non plus. Et je finirai juste sur ces deux images. Donc ça, c'est le site du mémorial du 11 septembre, parce que c'est aussi une façon de boucler la boucle et de voir comment le rayonnement, la puissance et la métropolisation, c'est à la fois une force, évidemment c'est un moteur économique, un moteur d'attractivité, mais aussi une faiblesse. Si on a ciblé les tours jumelles, c'est bien sûr parce que New York incarnait cette domination à l'échelle mondiale et cette concentration de production de richesse. Donc là, c'est l'équivalent du pied en fait de la tour qui a été transformé en grande fontaine. Et sur les bords, vous avez le nom de toutes les personnes qui sont mortes ou qui sont disparues. Et vous avez une pratique qui est très américaine, qu'on voit aussi sur les mémoriaux de guerre, notamment le mémorial du Vietnam, le mémorial de Corée à Washington, où en fait les enfants, la famille, vont décalquer le nom de la personne qu'elles connaissaient, qui a disparu, et viennent se recueillir sur ce site. Donc la puissance, la métropolisation, c'est un moteur de force, mais aussi de faiblesse et de fragilité, et ça peut être intéressant de conclure là-dessus. Je finirai avec cette jolie vue aérienne qui permet de voir un autre type de ségrégation, peut-être celui-là lumineux, où on voit très clairement se dégager Times Square et Broadway, le quartier de tous les théâtres et comédies musicales. Merci. Merci Madame Ledelec. Le diaporama sera à disposition sur le site, ainsi que la vidéo, et vous pourrez faire des captures d'écran. Et si nécessaire, de toute façon, nous avons l'adresse mail de Pascal Ledelec, et vous pourrez peut-être poser quelques questions, pas trop quand même, mais bon. Avant de donner la parole à Stéphane Rosière, on va peut-être demander à la salle s'il y a des questions, et faire passer le micro pour 3 à 4 questions, et Pascal Ledelec pourra à ce moment-là y répondre. Qui veut commencer? Non, je crois que ça devrait aller, vous m'entendez? Excusez-moi. Non, c'est vrai que bravo et merci encore une fois, naturellement. C'est juste que votre spécialisation, c'est aussi la culture. C'est bien de nous avoir fait mettre tout ça en perspective, y compris avec les aspects culturels. Il ne faut pas oublier qu'une métropole mondiale, une ville mondiale, c'est aussi qu'elle est mythique et qu'elle fait rêver, quoi. Qu'elle a un imaginaire connu du monde entier. Donc, c'est vrai que Paris, pour les étrangers, on n'imagine pas, quoi. Pour les gens du monde, pour venir en Europe, c'est d'abord venir à Paris, quoi. Et après, si on peut à Londres. Voilà, c'est comme New York pour nous, il y a une attraction, il y a quelque chose comme ça qui se fait, quoi. Évidemment, ça participe au rayonnement culturel, hein. Aussi, certains vont à New York aussi pour Metropolitan, Guggenheim, tout ça. Alors, mais bon, merci pour... J'ai pas insisté parce que je l'ai mis juste dans la liste des fonctions de commandement, évidemment les grands musées, le Met, le MoMA, le Central Park. Je me permets juste de rebondir, c'est vrai que la notion d'imaginaire urbain, sur laquelle moi j'ai plus particulièrement travaillé dans le cas de Las Vegas, est une notion qui me paraît très intéressante parce que c'est aussi une façon un peu détournée d'appréhender la géographie culturelle, la géographie des représentations, mais aussi tous les préjugés et tous les clichés qu'on peut avoir, qu'on va projeter sur certaines villes. Alors c'est plutôt en faveur de New York, mais si on fait le même travail sur Mumbai, on va avoir d'autres types d'imaginaires urbains qu'il est intéressant de décrypter avec les élèves, sans vouloir dire qu'ils pensent de mauvaises choses, mais dire ce que vous pensez est déjà orienté ou c'est le fruit des choses que vous avez vues et que vous avez intériorisées sans même le questionner. Merci beaucoup pour votre intervention et
Je me suis posé une question en voyant la carte sur les inégalités socio-spatiales. Alors j'ai vu qu'il y avait des zones qui apparaissaient en rouge en 1990 et qui étaient donc grisées parce que j'ai essayé de comprendre, mais je crois que c'est parce qu'il n'y avait pas de données. Mais du coup, ça m'a quand même fait me poser une question, c'est est-ce qu'il existe dans des villes comme New York le phénomène inverse de celui de la gentrification? Et dans ces cas-là, comment est-ce qu'on appelle ce phénomène? Est-ce qu'on aurait une paupérisation de certains quartiers qui étaient avant en classe moyenne? Je ne pense pas que ce soit le cas là, en l'occurrence, parce que je voyais Red Hook, vous voyez, sur la gauche, mais... Enfin, oui. À l'ouest. Mais est-ce que ça s'observe dans les villes globales ou mondiales sur les événements de popularisation? Alors, vous diriez, vous Si c'est une trajectoire inverse à la gentrification, ça va être une paupérisation et un délabrement urbain qui vient de la concentration de populations de plus en plus pauvres et de moins en moins capables d'entretenir leur logement. Là, comme ça, New York, globalement, on a une tendance à l'augmentation des loyers, ce qui est un tout petit peu limité par le fait que l'État de New York est quand même assez progressiste et qu'on a une vraie politique publique de contrôle des loyers qui est une exception à l'échelle des États-Unis. L'exemple qui me vient là, mais c'est pas métropole de rayonnement international, vous avez ce phénomène de vacances urbaines et vraiment de dépérissement de certains quartiers dans des villes, des anciennes villes industrielles. En plein déclin. Détroit, Pittsburgh, en partie certains quartiers de Baltimore, des quartiers où en fait on a un tel stigmate que déjà les populations étaient plutôt populaires, les quelques-unes qui restent, qui ont encore des emplois, réussissent à partir et qu'on n'a plus que les populations qui sont vraiment les plus démunies, les moins capables d'entretenir leur logement, et on a des cercles pour le coup vraiment vicieux qui entraînent à des déclin majeur du quartier. En l'occurrence, Red Hook, c'est un des exemples de la gentrification de Brooklyn. Puisqu'on voit c'était très populaire et c'est devenu classe moyenne en 2015 et on a cette extension de Park Slope et toute l'image qu'on a du hipster avec toutes les attentions qu'il faut faire. Donc ce jeune homme 25-35 ans barbu avec une chemise à carreaux qui roule un fixie et qui boit du café équitable un peu vintage. Voilà, c'est ça, c'est à ça qu'on pense, c'est au quartier de Red Hook. Et une partie de Williamsburg, mais qui est donc ici, qui est encore, en fait on voit là, le front de la gentrification qui arrive, un petit peu de classe moyenne, les quartiers populaires qui restent, alors que là on avait majoritairement quartiers populaires. Et donc c'est minoritaire dans ces villes-là qui, malgré tout, continuent à produire de la richesse. Et est-ce qu'ils se déplacent dans l'aire urbaine de New York ou alors ils vont complètement ailleurs, ceux qui sont chassés par la gentrification? Vous avez un effet de report. On a encore des zones, vous voyez, assez mixtes dans le Queens notamment. Le quartier d'Astoria par exemple. Les classes populaires qui habitaient dans Brooklyn, souvent elles partent à Astoria, mais du coup on a quand même un effet de déplacement. Et ensuite vous avez les mêmes jeux de ségrégation socio-spatiale à l'échelle de la grande aire urbaine de New York, avec certains quartiers qui sont très résidentiels, très huppés, notamment quand vous remontez Long Island et que vous allez dans le comté de Nassau. Alors que dans ces zones ici, vous allez plutôt avoir le rebord des populations, classe populaire et classe à faible revenu, notamment parce que c'est aussi des régions qui sont plus industrielles, qui sont source de plus de nuisances. Là, dans tout ce bassin, une des raisons pour lesquelles on n'a pas du tout de gentrification sur Harlem, Spanish Harlem et Harlem, c'est aussi parce que vous avez une grande concentration industrielle dans cette région-là. Et donc, on a notamment des décharges, des centrales électriques, le quartier de Hunts Point notamment. Donc oui, on a ce jeu de ça va reporter sur les marges, et évidemment, en termes de réalité au quotidien, ça va vous éloigner encore plus de l'emploi. L'expression américaine, c'est le spatial mismatch, donc le déséquilibre spatial entre là où vous habitez et là où vous travaillez. Une dernière question.
nous vous remercions. Et